Donc correction du DS numéro 3, d'abord un exercice sur la houle, donc sur les ondes. Donc définition d'une onde mécanique progressive, vous verrez la définition sur le PDF qui sera associé dans le groupe de travail. Donc il faut définir les trois termes, onde mécanique et progressive. Tout ça c'est dans le cours. Ensuite déterminer la longueur d'onde, puis en déduire la vitesse de propagation. Certains ont voulu absolument commencer par la vitesse, or on vous demande de déduire la vitesse de la longueur d'onde, ce qui veut dire qu'il faut d'abord déduire cette longueur d'onde. Enfin déterminer cette longueur d'onde, pardon. Comment faire? Vous avez une photographie de la cuve à onde qui représente le phénomène. Sur celle-ci, on peut voir jusqu'à 9 longueurs d'onde. Or, nous avons vu en classe qu'il est préférable de mesurer 9 longueurs d'onde plutôt qu'une, car l'incertitude de mesure est la même, et donc l'erreur sur la mesure d'une seule longueur d'onde sera bien moins grande en mesurant 9. On trouve une longueur d'onde de 1,4 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc avec deux chiffres significatifs. La vitesse, on a déduit V égale lambda fois F, formule à connaître par cœur, 0,32 mètres par seconde. Ensuite, on s'intéresse à des calculs, enfin des situations où on cherche à déterminer une vitesse. Donc la vitesse, dans le premier cas, on est dans le cas où lambda est inférieur à la moitié de la profondeur. Donc on utilise cette formule-ci, V1 égale racine carrée de G lambda sur 2pi, qui est donnée dans l'énoncé. Donc il suffit simplement d'appliquer. Là, le seul piège, c'était de trouver la bonne vitesse et ensuite d'effectuer correctement le calcul. Les erreurs que vous avez faites, c'est des oublis de parenthèse, notamment l'oubli de la racine, qui vous emmène à des résultats complètement aberrants. Comment faire pour ne pas se tromper et savoir qu'on est pas trop loin du bon résultat? Simplement, avec des arrondis, on peut faire un calcul de tête ici. 9,8 s'arrondit à 10, 10 fois 60 ça fait 600. 2pi, pi s'arrondit à 3, donc 2 fois 3, 6, donc on a 600 sur 6, ce qui fait 100, racine carrée de 100, ça fait environ 10, donc 9,7 mètres par seconde, on est pas loin de 10, donc on a des chances de ne pas s'être trompé. La période t, c'est déduit de la formule précédente, donc 60 qui correspond à la longueur d'onde qui est donnée ici, certains ont repris la longueur d'onde précédente, d'où certaines erreurs, divisé par la vitesse, on trouve une période de 6,2 secondes. Ensuite, quand la houle arrive dans la baie, alors il y a des questions qui ne vous concernent pas, on a parti sur la question 2.1. La vitesse de propagation pour une onde longue, c'est racine carrée de g fois h. Donc les seules informations qui étaient nécessaires, c'est g, l'accélération du champ de pesanteur, 9,8 mètres par seconde au carré, fois 4, la profondeur. Donc on a une vitesse de 6,3 mètres par seconde. Le document 4 nous apprend que la période t ne change pas à l'approche des côtes. Donc on reprend la valeur précédente de t, que vous avez ici, 6,2 secondes, pour en déduire la longueur d'onde, qui est de 39 mètres. Alors ces résultats sont-ils conformes aux données du document 4? Alors nous, c'est le document 3. Donc la vitesse V2 est inférieure à V1, donc la houle est bien ralentie. De même, lambda 2 est inférieur à lambda, donc la longueur d'onde diminue. Donc il y a une conformité entre nos résultats et les informations du document 3 pour nous. Donc c'est un point qui est important, je vous l'ai déjà dit, quand on peut comparer les valeurs obtenues à des valeurs théoriques proposées ou d'autres valeurs proposées dans l'énoncé, il faut le faire pour montrer qu'on a bien compris la démarche scientifique qui est quand même d'aboutir à une conclusion sur un problème qui est posé, pas simplement de faire des calculs bêtement et d'écrire des résultats numériques. Deuxième partie du DS, un exercice de diffraction assez classique. L'idée était de revoir les points importants du cours. Voilà la situation très classique. Une fente de largeur A qui va diffracter un faisceau laser. On obtient une figure de diffraction à l'écran avec notamment la tâche centrale de largeur petit l, l'angle θ qui est donc une ouverture de faisceau qui est de 2θ, une distance grande entre le faisceau et l'écran. Le phénomène mis en évidence est mis sur la diffraction, et la condition sur la longueur d'onde du laser pour observer une figure exploitable, c'est que les dimensions de l'ouverture soient proches de celles de la longueur d'onde du laser, ou du même ordre de grandeur approximativement. Donc le phénomène de diffraction a quand même lieu, même s'il y a une grosse différence entre ces deux valeurs, mais la figure est vraiment observable dans ce cas-là. Dans le cas où A est proche de lambda, même ordre de grandeur. Ensuite, montrer que lambda sur A égale L sur 2D. Donc, il suffit simplement d'isoler petit a. Donc, comme votre petit a
se trouve au dénominateur à gauche, on va le faire passer à droite. Donc ça nous donne lambda égale a fois petit l sur 2d, puis on isole petit a à droite. Donc le 2d qui est en dessous, on le fait passer à gauche en le multipliant lambda. Donc lambda fois 2d, et le petit l qui est à gauche qui multiplie a, pour le faire passer en face, on va le diviser. Je vais aller jusque là. Donc divisé par petit l. Et on a la relation qui permet d'écrire a en fonction de lambda, d et l. On vous demande ensuite d'expliquer comment on effectue la mesure de petit l. Cette mesure, on pourrait se faire directement, donc il faut effectivement se mettre placer notre règle au niveau des extinctions entre les deux tâches. Donc on pourrait mesurer une seule fois la largeur de la tâche centrale petit l, mais on sait également qu'ici, que cette largeur-là vaut L sur 2. De même, ici, on a L sur 2. Et encore un L sur 2. Donc en mesurant tout cet intervalle-là, voilà, jusque-là, après, on a mesuré 3 fois petit l. Et à nouveau, mesurer 3 fois petit l nous permet d'avoir une erreur de mesure qui sera moins importante qu'en mesurant une seule fois petit l. En déduire la largeur de la fente utilisée, donc là il suffit simplement d'effectuer l'application numérique de 7. Voilà ce qu'on trouvait, on va déterminer avant. Et on va retrouver petit a, il vaut 7,4 fois 10 puissance moins 5 mètres. 7,4 fois 10 puissance moins 5 mètres ou 74 micromètres. Puis il faut déterminer l'incertitude sur la largeur de la fente. Donc on a une information sur la longueur d'onde et donner un encadrement de cette largeur, de petit 1 donc. Alors, vous avez un encadré qui vous permet de faire ces calculs d'incertitude. Pour la lecture, en ce qui concerne la lecture, l'incertitude sur la lecture, donc là c'est une double lecture car à chaque fois on lit notre règle, on dit deux graduations sur la règle, une à gauche, une à droite, pour mesurer nos 3 L. Du coup on fait une erreur de double lecture, donc on a une incertitude de double lecture. La graduation qu'il faut rentrer ici, c'est la graduation de votre règle. La règle est graduée en millimètres, donc de millimètre en millimètre. Donc si vous voulez l'incertitude de double lecture en millimètres, il suffit de remplacer graduation par 1. Donc on fait 2 fois 1 divisé par racine carrée de 12, le tout au carré, fois 2, et on prend la racine de tout ça pour avoir l'incertitude de double lecture. À quoi va-t-elle nous servir? À calculer l'incertitude ci-dessous. L'incertitude sur petit a. Donc cette incertitude va se calculer, elle a des incertitudes sur chacune des grandeurs présentes dans l'expression, lambda, petit l et grand d. Et je vous donne le résultat final. Donc prenez le temps, en faisant vos calculs, d'avoir à chaque fois le u de la grandeur en unité qui soit la même que l'unité de la grandeur. Donc si u de lambda vous le donnez en nanomètres, vous gardez lambda en nanomètres, de sorte à ce que le quotient soit sans unité. Ou alors vous mettez tout en mètres pour être sûr de ne pas vous tromper. N'oubliez pas les carrés quand vous faites votre calcul et de prendre la racine au total. Et enfin de multiplier par petit a 7,4 fois 10 puissance moins 5 mètres. Et vous aurez une incertitude en mètres. Donc on trouve à la fin un u de petit a qui vaut 1,9 fois 10 puissance moins 6 mètres. Donc l'encadrement de a est compris entre le a expérimental moins u de a et notre a expérimental plus u de a. Pardon. Voilà. Alors comment aurait évolué la largeur de la tâche centrale si nous avions utilisé un laser bleu? Donc on revient simplement à l'expression qu'on a trouvée. Ici, si le laser avait été bleu, la longueur d'onde aurait diminué, donc la largeur de la tâche centrale, avec un A qui serait équivalent, aurait aussi
diminué. Dernière partie de chimie organique. Donc formule topologique de l'acide. Donc je rappelle qu'un segment représente la liaison entre deux atomes de carbone qu'on ne représente pas, et on ne représente pas non plus les atomes d'hydrogène liés aux atomes de carbone. Par contre, on représente ceux qui sont liés à des atomes autres que le carbone, donc oxygène par exemple, et azote qu'on peut rencontrer. Donc là j'ai fait mes deux liaisons CC, donc on a CH3CH, CHC qui est lui lié à un O et un OH. Et ensuite là on peut mettre notre liaison OH. En ce qui concerne le nombre de signaux présents dans le spectre Raman de l'acide lactique, ainsi que leur multiplicité, je vous conseille d'aller voir votre cours si ça ne vous semble pas évident. Pardon. On a 4 groupes, un groupe ici, un là, un là et un là. Donc ces protons-là ne sont pas équivalents, ça fait 4 groupes différents, donc 4 signaux. En ce qui concerne la multiplicité, on regarde les voisins. Cet hydrogène, on considère qu'ils n'ont pas de voisins car ils sont séparés du reste de la molécule par un atome d'oxygène. Du coup, on a 2 singulés. Celui-ci possède 3 voisins, donc il est représenté par un quadruplé, donc 4 pics. Celui-ci a un seul voisin, il est représenté par un doublé.